Une période de transaction extrêmement mouvementée, un marathonien engagé et une star mondiale que personne n'entend parler. Il s'en passe des affaires dans le monde du sport. Je suis Charles Boisvert à l'animation. Alex Biette est mon co-animateur. Bienvenue à Mise en échec. Au programme aujourd'hui, Charles, on va débattre sur une puissance de la Ligue nationale de hockey. On vous présente des chiffres étonnants du monde du sport et on répond à vos questions avec notre chroniqueur Donald Beauchamp. Mais on se réchauffe avec l'actualité qui fait rage cette semaine, la date limite des transactions, Charles. Exactement, aujourd'hui, c'est la date limite des échanges dans le circuit Bettman. Et avec tout ce qu'il s'est passé dans les derniers jours, Alex, on est en voie de s'attendre à une journée plutôt tranquille. Il y a tellement eu d'échanges dans les derniers jours, ça prendrait tout le balado pour toutes les énumérer, ces échanges-là. Et c'est pour ça que, là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai envie de te poser la question, Alex. Quelle équipe, à ton avis, c'est la plus améliorée dans les derniers jours? Comment parler de la séance des échanges sans parler des Rangers de New York? Ils sont allés chercher Vladimir Tarasenko et Patrick Kane. Et, selon moi, ces deux joueurs-là vont faire en sorte que les Rangers de New York vont être une puissance de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, ces deux superstars qui sont allés chercher, là, c'est pas rien. Là. Hey, Patrick Kane avec Artemi Panarin, le duo qui fonctionnait à Chicago, on l'a avec les Rangers de New York. Puis en plus, on a Mika Zibanejad qui produit. Le top 6, c'est au complet et complètement fou. Là. C'est des superstars. Honnêtement, c'est malade de voir des vedettes comme ça qui vont jouer ensemble. Honnêtement, selon moi, les Rangers de New York ont claqué 2 circuits, pas un, mais 2 pendant la séance des transactions. Et c'est, selon moi, l'équipe qui s'est le plus améliorée. Écoute, c'est une équipe qui a battu les Rangers hier soir. C'est les Sénateurs d'Ottawa. Une grosse victoire de 5-3 des Sénateurs. Et moi, j'ai envie de te parler des Sénateurs. Écoute, j'en ai déjà parlé quand même beaucoup dans les derniers balados. Là. Tu sais à quel point j'adore cette équipe. Mais là, ils ont fait l'acquisition de Jakob Chychrun. Honnêtement, là, un énorme coup qu'ils ont fait mercredi. En plus, le prix à payer, c'est des choix au repêchage. Donc, on s'est amélioré vraiment présentement. Avec un défenseur à rabais, là, honnêtement. Là. Il est payé 4,6 millions de dollars pour cette année et 2 autres années encore rabais après. Tu parles de rabais, là? C'est honnêtement un très, très, très bon coup des Sénateurs d'Ottawa. Et c'est une énorme amélioration de la défensive. Écoute, on a quasiment changé Nikita Zaitsev pour Jakob Chychrun, ce qui est en soi une excellente amélioration. On en avait grandement besoin avec les Sénateurs d'Ottawa. Écoute, après Thomas Chabot, là, ça descend quand même assez bas en termes de qualité de défensive. On a Artem Zub, on a Eric Brandstrom, mais c'est pas des joueurs qui sont corrects pour avoir un rôle dominant sur un top 3 défensif. Et je suis très content de cette amélioration. Et les Sénateurs, présentement, je regarde le portrait des séries dans l'Est, sont à 4 points des séries des séries éliminatoires des Islanders de New York. Et ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Et on dit beaucoup, ça passe ou ça casse cette semaine avec les Sénateurs d'Ottawa. Et je pense que Pierre Dorion a décidé que ça passait. 4 victoires de suite dans les derniers matchs. Et les prochains, on joue contre les Blue Jackets de Columbus et pour les Blackhawks de Chicago. Donc, si les Sénateurs veulent faire les séries, ben c'est maintenant que ça se passe. Première période, c'est l'heure de votre segment préféré à Mise en échec, ça brasse. On va débattre sur un sujet chaud du monde du sport. Et justement, dans cette période des transactions, une autre équipe qui s'est beaucoup améliorée, c'est les Bruins de Boston. Écoute, ils sont allés chercher dans les derniers jours Dmitry Orlov des Capitals de Washington, Tyler Bertuzzi des Red Wings de Détroit. Et avec ces 2 acquisitions, plusieurs experts pensent que c'est vraiment l'année des Bruins de Boston. Et Alex, là, je te vois ruminer, là. T'en penses quoi? Ben, honnêtement, je pense que tu te fais avoir par les belles statistiques que les Bruins de Boston ont eu cette saison. On s'entend qu'ils ont eu une saison phénoménale, Charles, on va se le dire. Là. Oui! Mais, tu sais, ils ont atteint le plateau des 40 victoires assez rapidement. Ils ont même égalisé le record des Capitals de Washington de 2015 et 2016. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez étonnant. Parce qu'en 2015-2016, est-ce que tu sais qui a gagné la Coupe cette année? Ben oui, je m'en rappelle, c'est les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh. Fait que ça veut pas dire que les Bruins de Boston ont une saison qui est phénoménale, qui vont gagner la Coupe Stanley. J'ai une autre statistique pour toi. On parle des plateaux des 80 points qu'ils ont atteint assez rapidement. On s'entend en 47 parties. Ils ont battu le record des Flyers de Philadelphie de 79-80. Et qui a gagné la Coupe Stanley en 79-80, Charles? Mais là, tu veux me dire pas les Flyers, j'imagine? Exactement, c'est les Islanders de New York. Fait que pour moi, le fait qu'ils aient connu une saison qui est exceptionnelle, on va se le rappeler, je pense pas que ça veut dire qu'ils vont dominer en séries éliminatoires parce qu'on sait, moi pis toi, Charles, que les séries éliminatoires, c'est une nouvelle saison. Puis j'ai une dernière statistique par rapport à ça. Il y a seulement dans les 20 dernières années
4 gagnants du trophée du président qui est remis à la meilleure équipe du classement qui ont gagné la Coupe Stanley. Et la dernière équipe qui a réussi à faire cet exploit-là, c'est les Blackhawks de Chicago en 2013. Fait qu'à mon avis, Boston est pas prêt de gagner la Coupe Stanley, même s'ils finissent premier au classement général cette saison. Mais là, écoute, cette saison-là, là, pour les Bruins de Boston, là, c'est juste n'importe quoi. Ils sont juste trop forts. 48 victoires, 8 défaites en temps régulier, 5 en temps supplémentaire. Comment tu peux penser que c'est pas leur année? Écoute, on sont au premier rang de la Ligue, premier rang de l'Est. Ils ont 15 points devant les deuxièmes. C'est une domination totale des Bruins de Boston. Ils s'enlignent pour avoir la meilleure fiche de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Hier soir, ils sont devenus l'équipe la plus rapide à atteindre le plateau des 100 points. Ils ont fait ça en 61 matchs. C'est complètement fou. Si la tendance se maintient, les Bruins de Boston vont terminer l'année à 63 victoires. C'est énorme. Ils ont le meilleur désavantage numérique de la Ligue et ils sont également dans les meilleurs gardiens de la Ligue. Linus Ullmark, il marque des buts. Ben, justement, il fallait que tu m'en parles, Charles. J'ai vraiment la misère avec les gardiens cette année des Bruins de Boston, puis je pense que c'est pour ça qu'ils vont pas se rendre loin en série. Ullmark, tu en as parlé, capable de marquer, mais en séries éliminatoires, c'est un peu moins bon. 0 victoire, 2 défaites, un taux d'efficacité de 4,16, Charles. On s'entend que c'est pas rayonnant pour lui en séries éliminatoires. Et Jeremy Swayman, 3 victoires, 3 défaites, un taux d'efficacité de 2,67. Ça laisse vraiment à désirer pour les deux gardiens des Bruins de Boston. Pas beaucoup d'expérience. On sait qu'en série, tu as besoin d'expérience, tu as besoin de gros gars. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui va traîner les Bruins de Boston vers le bas. Effectivement, ces deux gardiens n'ont pas tant d'expérience, mais en même temps, là, genre... On va leur laisser une chance. Là. Ils ont tellement de bons vétérans. Patrice Bergeron a 37 ans. Brad Marchand en a 34. David Krejci en a 36. C'est tous des joueurs qui ont connu l'époque glorieuse des Bruins de Boston, on va dire début des années 2010. Ces gars-là ont de l'expérience. Ils vont amener les jeunes vers le haut. Tu vois, des David Pastrnak, des Charlie McAvoy, des Hampus Lindholm qui dominent cette saison. Ils vont les amener vers le haut et je pense que cette équipe-là est faite pour avoir un long chemin en série. Tu me tends tellement une belle perche. Tu parles de vieillesse, Charles. Je sais pas si tu as vu les équipes de l'Est, Charles. C'est les 6 premiers du classement. Ça va être dur de passer dans l'Est. Ça va être des séries qui vont se finir en 7. Et justement, vu que c'est des joueurs qui sont assez vieux, je pense que les blessures vont venir peut-être jouer. Ça va être une carte cachée, les blessures. Ils vont peut-être descendre Boston, justement. Si Bergeron se blesse ou si, admettons, Marchand se blesse, ça risque de drainer Boston vers le bas. Et je pense que les blessures vont peut-être, avec les gardiens, faire en sorte que ça ne sera pas l'année des Bruins de Boston cette année. Hey, là, je suis pas d'accord. Là. Les vieux, écoute, sont en forme encore. Là, mais bon, avant qu'on lâche les gants, on va passer au segment Chiffres et Sport. Deuxième période, Alex, c'est la chronique Chiffres et Sport. Tu nous présentes des chiffres étonnants reliés à l'actualité sportive. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Mon premier nombre, Charles, c'est 22 et c'est le nombre de paires de souliers qu'a utilisé Gary Mackey en 2022. Cet homme-là a fait 365 marathons en 365 jours à l'âge de 53 ans, Charles. Quoi? Mon père est plus jeune, de 51 ans. Moi, j'en ai 21 et j'ai la misère à me lever de mon lit le matin. Et ce gars-là, lui, a fait un marathon par jour pendant 1 an de temps. Et non seulement il a fait ça, il s'est dit, c'est pas assez pour mon année. Il a requis 1,64 million de dollars canadiens pour donner à la Fondation contre le cancer. Wow, en tout cas, c'est un athlète d'exception et un être humain d'exception également. Je suis totalement d'accord avec toi. Mon deuxième nombre, Charles, c'est 155 et c'est le classement mondial du PIB de la Mauritanie. Et là, je te vois te poser des questions, c'est quoi le rapport? Points d'interrogation dans les yeux. Dans le fond, au Super Bowl de cette année, les Américains ont misé 16 milliards de dollars sur le vainqueur. Et ce montant-là, c'est le PIB de la Mauritanie. Fait que les États-Unis ont misé un PIB d'un pays. C'est incroyable la richesse qu'ils ont. Écoute, avec le Super Bowl, je me pose même plus de questions. Là. Tout est trop fou. Là. Exactement. Et le troisième nombre, Charles, c'est 58,6 et c'est le pourcentage de compétition gagné par Michael Kingsbury. On sait que ce gars-là il est exceptionnel. Là. C'est une légende québécoise. Là. Ben, il gagne à peu près une compétition sur 2. Et si on compare avec les autres athlètes de sport individuel, on a Michaela Schifrin qui fait du ski, qui, elle, gagne 35,1% de ses compétitions. Il y a la légende Serena Williams de tennis qui a un ratio de 30,4% et Tiger Woods, 22,1%. Fait qu'il y a un écart quand même de 20% de réussite pour lui. Et on n'en entend pas parler autant que ces légendes-là. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment important que ce chiffre-là m'a marqué à cause de ça, qui fait en sorte que Michael Kingsbury, un Québécois, est au rang de ces légendes-là. Merci, Alex. Des crises de communication, ben ça arrive souvent dans le monde du sport. On en parle à l'instant avec notre chroniqueur.
troisième période maintenant, c'est le segment questionnement de la foule. Notre public nous a posé des questions via nos stories Instagram et c'est maintenant l'heure d'y répondre. On reçoit notre chroniqueur Donald Beauchamp de Tact Conseil. Il a aussi été vice-président des communications du Canadien de Montréal jusqu'en 2018. Salut Donald, merci de prendre le temps avec nous. Oui, salut Alexandre et Charles. On va commencer d'abord avec la première question qui nous provient de Daphné. Elle nous demande quelles sont les similitudes entre l'arrêt cardiaque de Damar Hamlin et la situation de votre fils Émile. Bien, dans un premier temps, mon fils avait fait un arrêt cardiaque sur la plage à Cancun au Club Med en 2019. Et puis, c'était une mort subite où son cœur essentiellement a été arrêté pendant 50 minutes de temps. Et avez-vous idée combien il y a eu besoin de choc de défibrillateur? Honnêtement, si j'avais à prendre un guess, je dirais 1 pour juste refaire partir le cœur. Il me semble 50 minutes, je sais pas, je dirais 1 ou 2, mais c'est long, là. Non, bien, effectivement. La plupart du temps, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, la chose la plus importante d'abord et avant tout, c'est la rapidité de l'intervention. Dans ce cas-ci, il y avait un lifeguard, un jeune Mexicain de 19 ans, qui l'a sorti de l'eau. Tout de suite, et il y avait 5 médecins qui étaient là en vacances. C'était la période de relâche. Et Émile, à la fin, il a eu besoin de 9 chocs de défibrillateur. 9? Oui. Pourquoi? 4 sur la plage, son cœur ne repartait pas, et il a eu besoin de 5 autres dans l'ambulance. Maintenant, ça, c'est très rare. En fait, pour nous, aujourd'hui, on a tellement de gratitude, c'est un vrai miracle qu'ils soient en vie, parce que très souvent, ils vont arrêter bien avant ça. La raison pour laquelle ils ont continué à lui donner des chocs, c'est qu'il était très jeune, et il croyait qu'il y avait encore une chance de revenir. Donc, Émile s'est fait poser. Par la suite, il a été dans le coma pendant 4 jours. Et on ne savait pas s'il se réveillerait et s'il se réveillerait, dans quel état il serait. Il s'est finalement réveillé avec aucune séquelle. Et puis, ce qui est un vrai miracle, ils nous ont dit qu'il y avait 1% de chance de s'en sortir quand on était là-bas. Aujourd'hui, il vit une vie régulière, il va au gym tous les jours. Wow. Ceci dit, ce qui est important, si on compare avec la situation de Damar Hamlin, c'est qu'ils lui ont installé un défibrillateur implantable, ce qui fait qu'il peut vivre une vie tout à fait normale, mais c'est un joueur de hockey, mais il ne peut plus jouer avec des mises en échec en raison de la présence du défibrillateur implantable. Dans le cas de Damar Hamlin, selon vous, combien de chocs de défibrillateur qu'il a reçu, lui? Ben là, j'avais tendance à dire 1, mais là, vu que tu as dit 9, je présume qu'il y en a eu plus qu'un, là. Bien, on ne le sait pas. Parce qu'ils ne l'ont jamais dit. Moi, je présume que c'est probablement 1. Parce qu'il y avait une équipe médicale incroyable. Il y avait le personnel médical des Bills de Buffalo, qui est son équipe. Oui, il était vraiment bien encadré cette soirée-là. Absolument. Écoute, c'est une tempête parfaite là, dans ce cas-ci. Et très souvent, la plupart des cas, lorsque l'intervention est rapide et qu'il y a une possibilité d'avoir un défibrillateur, bien, c'est un coup de défibrillateur et le cœur repart, dans la plupart des cas. Et dans son cas, bien, lui, évidemment, il y avait toute une équipe médicale et un pays au complet qui regardait ça live, si on peut appeler ça de même. Donc, et ce qu'on ne sait pas dans le cas de Damar Hamlin, c'est est-ce qu'il porte un défibrillateur implantable aujourd'hui? On ne le sait pas. Et si oui, est-ce que ça peut lui permettre de revenir au jeu, ce dont je doute? Fait que cette opération-là pourrait mettre fin à sa carrière. Oui, elle pourrait. C'est ce qu'on ne sait pas encore. Ça, c'est l'inconnu dans l'information qu'on a. Excellent. Ashley, ensuite, nous demande comme question, vous avez été directeur des communications de Hockey Canada de 1985 à 1993. Si vous étiez en poste aujourd'hui, qu'auriez-vous changé dans la gestion de la crise? Bien, il y a 2 choses que je vois là-dedans, dans cette crise-là chez Hockey Canada. À la base, bien, ils ont décidé de cacher cette information-là. Tout simplement que l'organisation Hockey Canada a pris la responsabilité et des actions qui avaient été prises. Au lieu de tout simplement dire, écoutez, là, ce sont des adultes. Si vous nous dites qu'ils ont violé cette fille-là, bien, adressez-vous à vous ou à eux. Fait qu'il aurait dû, dans le fond, faire un peu comme un communiqué de presse pour dévoiler ces informations-là? Non, pas nécessairement. Ils auraient dû, parce qu'à l'époque, c'était pas public. Ils auraient tout simplement dû envoyer si on veut, les policiers, carrément aller voir les joueurs. Directement. C'est eux qui sont responsables. Conduisez votre enquête, OK? Ils ont à répondre de leurs actes. Au lieu de ça, c'est eux qui ont pris cette responsabilité-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelques années plus tard, quand le scandale a explosé sur la place publique, bien, ils ont été, c'est clair, briefés par des avocats et des responsables des communications, mais ils ont fait preuve de très peu de transparence sur la place publique. Et à ce moment-là, ça, tu ne peux pas gagner là-dessus. Il faut que tu donnes toute l'information. Tu n'as pas le choix. Parce que leur déposition en commission parlementaire, c'était devenu une énorme conférence de presse sur la place publique partout au pays. Et donc, si tu ne fais pas preuve de transparence et tu caches de l'information, tu n'as aucune chance. Puis s'il avait fait
s'il avait été transparent avec le public, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu autant un gros ménage qu'il avait fait dans la direction? Peut-être pas, oui. Je pense que peut-être si c'est arrivé parce que le problème à la base, c'est qu'ils ont pris une mauvaise décision en eux prenant la responsabilité de ça au lieu de tout simplement l'envoyer vers ceux qui avaient causé le problème à la base, c'est-à-dire les joueurs qui avaient présumément violé la victime. Super. Merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir, Alexandre et Charles, et puis bonne chance dans vos carrières. Merci beaucoup. C'était Donald Beauchamp de TAC Conseil. On passe maintenant à la prolongation. Ici, à Mise en échec, on aime bien faire découvrir à nos auditeurs des sports ou des athlètes là, qui passent sous le radar. Et pour le segment découverte de cette semaine, Alex, tu nous as déniché une belle pépite. Oui, et je suis très content de vous faire découvrir à la maison la néerlandaise Diette de Groot, une athlète de 26 ans qui est née avec un handicap aux jambes, ce qui faisait en sorte que les deux jambes n'étaient pas de la même grandeur. Elle a dû donc se convertir au tennis en chaise roulante. Et elle a eu un succès fou dans ce sport-là puisqu'elle a gagné 10 grands chelems en ligne en 2021 et en 2022, en plus de gagner en 2021 la médaille d'or aux Paralympiques. Ça, c'est complètement incroyable. Là. Pensez-y 2 secondes. Là. Ça veut dire que tous les tournois Grand Chelem en 2021 et en 2022, oubliez ça, c'est juste elle qui a gagné ça. Là. Donc, les tournois Grand Chelem au tennis, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est les tournois majeurs, ceux les plus prestigieux. Donc, on retrouve là-dedans les internationaux d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et les internationaux des États-Unis. Donc, ça, là, gagner ces 4 tournois-là, ça s'est jamais vu au 21e siècle. Et là, prenez le temps à la maison d'assimiler cette information-là. Là, ça ne s'est pas vu au 21e siècle et elle l'a fait 2 fois de suite. 2021, 2022, elle a gagné tous les tournois Grand Chelem. Elle a réalisé 2 fois de suite le Grand Chelem de tennis. Et ça, là, pour comparer, là, c'est complètement fou. C'est arrivé seulement une fois dans l'histoire du tennis professionnel masculin. C'est arrivé avec Rod Laver, l'Australien, en 1969. C'est arrivé 2 fois dans toute l'histoire du tennis féminin, soit avec Margaret Court en 1970 et Steffi Graf en 1988. Et là, avec tout son succès, vous devez vous dire, cette fille-là, c'est une vedette internationale. Là. Une vedette mondiale, on en parle partout. Pourquoi elle est dans votre segment découverte? Et non. Et là, quand vous tapez son nom sur la barre Google, les 3 premiers articles qui apparaissent, c'est son Wikipédia, son Facebook et son Instagram. C'est ridicule. Il n'y a aucun article de journaux qui parle de son succès, de ses exploits. Là. Je le rappelle, là, la seule athlète au 21e siècle qui est capable de faire ça, et elle l'a fait 2 fois de suite, et personne n'en parle. Et si on compare, Charles, avec des athlètes comme Serena Williams ou Roger Federer, qui, eux, quand ils gagnaient des tournois, ils passaient partout. Là. Ils faisaient la une des journaux, des émissions d'information, des émissions sportives, excusez-moi. Et là, Diette de Groot, qui réalise un exploit qu'on n'a pas vu au 21e siècle et qu'elle a fait 2 fois en ligne, et pourtant, on en entend parler nulle part. Et je veux juste la rappeler à la maison, là, elle a 26 ans. Là. C'est encore le début de sa carrière. Là. Elle a 17 titres Grand Chelem en simple et 16 titres Grand Chelem en double. Et malheureusement, quand tu tapes son nom, on entend juste son Facebook. On voit juste son Facebook et son Instagram. Je trouve ça inconcevable. Je trouve ça décevant. Et j'espère à la maison qu'on vous a fait découvrir l'athlète exceptionnel qui est Diette de Groot. La semaine prochaine, à Mise en échec, on revient sur le voyage dans l'ouest du Canadien de Montréal. UFC, on surveille le grand retour tant attendu de John Jones demain soir, son combat qui l'opposera à Cyril Gane. Et aussi en fin de semaine, c'est le tout premier Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1 au Bahreïn. Et à la maison, continuez de nous écouter sur Cube Radio à chaque semaine et n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram pour nous poser des questions pour nos futurs segments questionnement de la foule. La semaine prochaine, à Mise en échec, on reçoit Vincent Détouche qui parlera avec nous du début de la saison du CF Montréal. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine.